Bonjour et merci de suivre le débat de presse de ce dimanche. Au menu, la suspension du procès du putsch manqué avec cette stratégie de la chaise vide de la défense. Près d'une quinzaine d'avocats de la défense se sont déportés. Est-ce une stratégie payante au finish? On en parle dans ce débat. Et puis deuxième sujet de discussion à débat de presse ce dimanche, la grève au ministère des Finances et la question du fonds commun. Cette semaine, la coordination des syndicats du ministère en charge des Finances a observé un arrêt du travail de 48 heures qui a eu pour conséquence de bloquer certaines activités dans l'économie nationale. Une grève qui intervient au moment où le débat sur le fonds commun dans le même département ministériel fait rage. Et on se demande alors si ce n'est pas la provocation de plus, mais en dépassionnant le débat, quel juste milieu trouver pour le gouvernement et les syndicats du ministère en charge des Finances. On en parle dans ce débat de presse. Autre sujet de débat à débat de presse ce dimanche, l'affaire Soumane Touré avec la suspension de son parti pour 3 mois par le ministère en charge de l'administration territoriale. Une suspension liée aux propos tenus par l'homme politique au cours de sa rentrée politique du 30 mars dernier. Le ministère en charge de la décentralisation qui a pris la décision estime que les propos de Soumane Touré enfreignent à la loi. Qu'en est-il exactement? La réponse avec nos analystes dans ce débat. Et nous parlerons aussi de la crise du logement au Burkina avec cette démarche des résidents, des non-lotis pour exiger le respect de leurs droits au logement et l'arrêt des activités des sociétés immobilières. Ils exigent également l'arrêt de l'opération création de bidonvilles au Burkina et à l'étranger, la mort cette semaine de Winnie Mandela. Sont venus pour le débat. À ma droite, Paul Miki Rwamba de Waga FM. Bonjour. Bonjour Kindo et bonjour à tous. Merci d'être là pour le débat. Et à ma gauche, Zoubaviel David Abiré de la RTB Télé. Bonjour. Bonjour Kindo, bonjour à tous. Merci d'être là pour le débat. À ma droite, je reviens à Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour Kindo. Et merci d'être là pour le débat. Et Gabriel Kambou de Femme TV. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là pour le débat. Alors on commence par le procès du putsch manqué. Yacinthe Sanou. On l'a vu, près d'une quinzaine d'avocats de la défense se sont déportés. Et ce qui a occasionné une suspension du procès et reporté à une date. Et finalement, comment on peut comprendre cette attitude de la défense? Alors déjà, dès le début du procès, dès les premières minutes du procès, la défense avait posé ce qu'elle avait appelé des questions liminaires, c'est-à-dire devant quelle juridiction elle se trouvait. Et c'est ce débat-là qui nous a amené jusqu'à leur déport du dossier. Donc je pense que dans son entendement, la défense ne reconnaît pas la juridiction devant laquelle elle a été convoquée avec ses clients. En tout cas, la partie de la défense qui s'est déportée du dossier. Donc, dans ce temps d'idée, elle est laissée logique avec son argumentaire. Maintenant, le fait est là que le procès, en tout cas, est enclenché. Naturellement, il y aura ce genre de report et de suspension parce que j'imagine que les nouveaux avocats qui vont arriver le 9 mai prochain, certains vont demander du temps parce que nous avons 15 000 pages de dossier, pour étudier le dossier, ceux qui sont commis d'office comme ceux qui seront donc convoqués par des clients. Donc je pense qu'on aura encore un temps de plus. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce procès en tout cas soit évacué en un mois. Je pense qu'il faut donner le temps qu'il faut en tout cas. Mais le fait est là que pour moi, avec le déport des avocats de la défense, on risque de ne plus avoir le grand déballage qu'on voulait avoir. Parce que je pense que si les personnes ne sont pas conseillées le mieux possible, elles ne pourront pas donc... Parce que l'essentiel ici, c'est de savoir qui a fait quoi. Et donc, s'il n'y a pas derrière donc, le conseil qu'il faut, ces personnes ne pourront pas s'exprimer et on n'aura pas vraiment ce à quoi le peuple burkinabé, en tout cas, pour moi, est le plus attentif dans ce procès, c'est-à-dire le grand déballage. Oui, Zoubaviel David Abiré, vous suivez le dossier pour la RTB et Télé. Votre analyse sur ce sujet, est-ce que ce n'est pas du dilatoire? Oui, ça y ressemble fortement parce que dès les premiers moments, comme Yacine venait de le dire, ils ont donné le temps d'une sorte de stratégie qui consistait à aller le plus loin possible, à faire reporter le plus possible ce dossier-là. Alors,
le vendredi dernier, les raisons qui ont été évoquées par la plupart des avocats pour se déporter, c'est d'abord la convenance personnelle et les entorses à la procédure. Alors, s'il est difficile d'opiner sur la convenance personnelle, on peut néanmoins dire que sur la question de l'entorse à la procédure, ce n'est pas ce ne sont pas des arguments qui volent bien haut. À partir du moment où nous sommes dans une juridiction de premier degré et que toutes les décisions qui ont été rendues par le juge Seydou Ouedraogo sont susceptibles d'être de recours au niveau d'une juridiction supérieure, c'est-à-dire la Cour d'appel ou la cassation. Alors, ils ont été déboutés dans un premier temps sur la question de la récusation du juge Seydou Ouedraogo. Dans un deuxième temps, ils ont été déboutés pour ce qui concerne la liste des témoins. Alors, c'est ce qu'ils appellent ici entorse à la procédure. Ce ne sont pas des entorses à la procédure, mais c'est que ce sont des jugements rendus qui ne vont pas dans le sens qu'ils avaient voulu. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils ont décidé de faire la politique de la chaise vide, juste pour faire pression sur le tribunal, de sorte à ce que le tribunal puisse revenir sur certaines décisions. Alors, ce que je constate ici, c'est que nous sommes dans un tribunal d'exception, et si des mesures fortes ne sont pas prises pour encadrer ce procès, nous sommes partis peut-être pour 5 ans. C'est-à-dire, comme Arsène venait de l'évoquer, d'abord le 9 mai prochain, c'est le temps qu'il faut pour commettre de nouveaux avocats aux 12 prévenus qui n'en ont pas aujourd'hui. Alors après ça, il faut donner du temps à ces avocats-là pour prendre connaissance de 15 000 pages de dossier. Alors, si le tout peut durer 4 mois, et au bout de 4 mois, si des avocats encore décident de se déporter, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce sont des questions comme ça qui se posent, de sorte à ce qu'on se dit, nous sommes dans un tribunal d'exception, et ça a été constaté avec, comme on appelle, le décret nominatif du juge Seydou Ouedraogo qui a été pris par le président du FASO, contrairement à ce qui devait être fait pour les autres tribunaux, que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut prendre des mesures à tribunal exceptionnel, il faut prendre des mesures exceptionnelles pour contraindre tous les acteurs à aller vers le procès. Parce que c'est aussi ça la réalité. Les avocats sont ce sont des marchands, ils appellent même les prévenus leurs clients. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient tendres avec tout le monde. C'est des commerçants. Non, bon, ce sont des commerçants, ils appellent, c'est l'appellation, ils sont conseillers, ils appellent, c'est un terme consacré, les prévenus clients. Donc à partir de ce moment, ils vont jouer sur tous les moyens légaux qui sont mis à leur disposition pour essayer de projeter pour justifier leur honneur. Voilà, et pour finir sur la question, plus le procès est reporté, plus à un moment donné, ça refroidit même les Burkinabés sur cette question même de justice qu'on attendait. C'est-à-dire que si ça doit s'étaler sur 5 ans, à un moment donné, la ferveur va s'estomper et à un moment donné, on ne comprendra peut-être plus rien à ce dossier. Paul Mikiromba, est-ce qu'on n'a pas l'impression que quelqu'un ne veut pas que le procès se tienne? Non, moi, ce n'est pas cette impression que j'ai. J'ai fait l'effort de comprendre les avocats de la défense qui sont ici dans leur rôle, comme Dabiré l'a dit tantôt. Ils sont en train de défendre les clients. Et tout avocat peut-être se sera comporté de la même manière, parce que lorsque vous défendez des dossiers des prévenus, vous êtes obligé de mettre de votre côté tous les arguments qu'il faut, y compris les stratégies, parce qu'en la matière, il faut développer les stratégies, et c'est bien ce qu'ils font. On ne peut pas leur en vouloir à ce niveau. Mais ce qui a manqué dans tout ça, c'est qu'on n'a pas préparé les esprits des Burkinabés à accepter un procès qui s'inscrit dans la durée, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Dans le cadre d'un tel dossier où on sait que les prévenus sont jugés en matière criminelle et que les textes prévoient bien évidemment qu'ils soient forcément défendus et qu'on a des avocats qui sont commis d'office, il y en a d'autres qui ont été appelés par les clients. Donc tout ça mis ensemble, on est dans une stratégie où chacun tire la couverture de son côté, et c'est de bonne guerre de mon avis. Maintenant, il faut désormais qu'on le fasse avec, parce que c'est comme ça dans le cadre de ces genres de procès, et les avocats ont commencé justement par récuser même le tribunal, la composition justement du tribunal. Jusqu'aujourd'hui, ils se sont déportés. On a perdu du temps et on est face à une situation où il faut reporter le procès de plus d'un mois et pour trouver de nouveaux avocats, parce qu'on ne peut pas continuer le procès sans les avocats. Le grand public ne comprendra pas, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le domaine du droit et ne comprendront pas pourquoi la situation est comme ça, mais il faut le faire avec, parce qu'on a fait l'option justement d'aller vers un jugement dans le cas d'un tribunal d'exception qui est le tribunal militaire, et en matière criminelle il faut aussi la présence de la défense étant obligatoire, donc il faut faire avec, et comme Dabiré l'a dit également, il faut s'attendre à ce que le procès dure encore plus que cela. Maintenant, la déception se lie au niveau de l'opinion. Nous qui sommes en contact avec l'opinion, on se rend compte que la mobilisation affaiblit déjà au niveau de la salle des banquets de Ouaga 2000. Beaucoup de gens sont dessus, et ce qui risque de se passer, c'est que c'est un procès qui va s'inscrire dans la durée, et ça va faire baisser malheureusement la ferveur, parce que le grand public aurait voulu que lorsqu'on dit jugement,
on était au courant de ceux qui ont fait le putsch. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'on aille les prendre comme ça, les juger en une semaine et puis les mettre en prison. Ça ne sera pas le cas malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont imaginé qu'il fallait penser d'autres formes de justice pour en finir. On a eu le même problème à peu près en Turquie, à la même période. Tout à fait. Mais apparemment, Erdogan a réglé ça rapidement. Justement, ça a été réglé rapidement parce qu'on n'est pas passé par d'autres procédures, j'allais dire, légales comme on le fait chez nous. On est allé par la vitesse grand V et pour régler le problème, il y a eu des exécutions. Vous êtes bien évidemment au courant en ce qui concerne le cas en Turquie. On n'a pas dit que c'est ce qu'il aurait fallu faire au Burkina, mais à mon avis, il aurait fallu trouver une autre forme de jugement qui soit rapide et qui ne fasse pas la prime à l'impunité parce que là, on est bien parti pour que des gens soient dessus. Au Burkina, on se connaît très bien, on a beaucoup de dossiers emblématiques qui traînent dans les tiroirs, des gens finissent par mourir même sans voir la vérité, et ça risque d'être le cas pour le procès du putsch manqué. Malheureusement, on a des familles des victimes qui attendent justement un jugement, on a le grand public qui a été victime à un moment donné du coup d'État qui voudrait donc voir l'aboutissement de ce dossier. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de prendre nos mal en patience. Et puis bon, on va suivre donc la procédure, mais malheureusement c'est comme ça. Ce sont les exigences de l'état de droit et des procédures judiciaires. Oui, Gabriel Cambou, est-ce qu'il faut s'encombrer de ces exigences de l'état de droit au moment où le peuple a besoin de connaître la vérité et des victimes et parents des victimes attendent de tout savoir ce qui s'est passé? Je pense que ce n'est pas le premier coup d'État que le pays a connu. Ce n'est pas la première tentative. Et je pense que sous Blaise, il y a eu tentative de coup d'État. À l'époque, ils ne sont même pas arrivés à l'acte. Mais il y a eu procès. Des gens ont été condamnés. Des gens ont purgé leur peine et sont sortis pour certains. D'autres n'en sont plus ressortis. Mais bon, donc, au moins, il y a eu procès. Ici, ceux-là ont franchi le Rubicon. On fait ce qu'ils voulaient faire. Et il nous est impossible de les juger. Pourquoi? Parce que, pour moi, comme vous l'avez souligné, je pense qu'en Turquie, il y a un homme à la tête du pays qui a, en tout cas, une personnalité forte et qui imprime la démarche à suivre. Et donc, pour des situations de ce genre, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Mais ici, nous avons un problème. Contrairement à ce que Miki dit, moi je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ce procès se tienne, normalement. En tout cas, il y a beaucoup qui ont intérêt à ce que la vérité ne se manifeste jamais. Sinon, comment un avocat peut expliquer effectivement que moi je veux que le procès se tienne, mais je ne veux pas être là, je ne veux pas que les choses aillent comme il se doit. Il y a eu des décisions qui ont été rendues en leur faveur. Ils ont accepté. Maintenant, d'autres décisions qui sont en leur défaveur, ils estiment que non, le président du tribunal qui est là n'est pas habilité à tenir le procès, et ainsi de suite. Donc, il y a telle procédure, on ne va jamais s'en sortir. Comme on le dit, ceux qui vont venir vont demander du temps pour voir ces dossiers, et aussi, demain vont se déporter. Et comme le public en aura marre, donc on fera ce qu'on dit, comme c'est la règle dans ce pays maintenant, du mouta-mouta, et puis vous allez les rencontrer dans la rue, vous vous promenez ensemble, vous buvez la bière ensemble, et puis c'est fini. Donc ceux et celles qui ont perdu leurs parents, c'est eux aujourd'hui qui vont souffrir et qui souffriront demain. Donc moi je pense que le souci aussi avec ce genre de pratiques, c'est demain. Si aujourd'hui je perds mon parent, je vais en justice pour qu'on me rende justice, je n'ai pas justice. Demain, si quelque chose se reproduit encore, ce n'est plus devant la justice qu'on va aller. Et c'est ce que nous avions connu avec les questions de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Parce que le gars va aujourd'hui, on dit non, il n'a pas raison. Pourtant, il n'a plus son champ. Il ne peut plus récolter. Après, demain, c'est la même chose. Donc, la prochaine fois, c'est avec sa machette ou bien son fusil. Et c'est ce que nous devons éviter dans ce pays. Et je pense que, question de conscience, les avocats aussi devraient savoir que vous ne défendez pas seulement que des clients, vous agissez pour la réconciliation et pour la paix dans ce pays. Donc, si vous avez un client, c'est vrai, c'est des commerçants, il faut le dire, parce que si vous appelez quelqu'un client, c'est que vous vendez quelque chose. Donc, ils vendent leurs compétences, ils vendent... et le droit, les avocats, c'est quoi? C'est ceux-là, c'est le plus rusé. Il faut avoir le courage de le dire, c'est de ruser avec la loi, c'est de passer par des procédés, des tournures, des détournements, pour que la vérité ne se manifeste pas en leur défaveur.
Parce qu'aujourd'hui, l'avocat qui sort, quand on dit une sentence, il sort, si c'est en sa faveur, il va dire le droit a été dit. Mais si c'est en sa défaveur, il va dire non, le droit n'a pas été dit, vraiment il y a telle chose, c'est un procès, une parodie de procès, et ainsi de suite. Donc c'est dire que avec la justice, nous n'avons pas la justice. Mais oui, Yassine Sanou. Saluer le fait que le dossier soit engagé en justice, c'est-à-dire que le procès soit ouvert, parce que là, nous sommes en plein dans la justice. Maintenant, comme nous l'avons dit ici, c'est vrai qu'il aurait fallu en amont expliquer aux gens encore que c'est un procès. Quelles sont les implications éventuelles? Où est-ce qu'on peut? Combien de temps ça peut prendre? Parce que là, c'est ça le problème. Les gens ont l'impression justement qu'on ruse ou bien que les gens essaient de tricher alors qu'il ne faut pas activer ce qu'il y a dans le droit. C'est-à-dire que ce sont les textes, et ça c'est une question d'interprétation. Et donc, dans une logique d'un procès normal. Tout ce qui se passe, je ne vois pas quelque chose en tout cas qui sort d'un cadre normal du procès. Donc, mais c'est ce qu'il faut expliquer en fait, parce que nous avons tellement d'implications, que ce soit du peuple, comme il a souligné, tous ceux qui ont donc subi donc, les affres de puissance ont une implication émotionnelle qui fait qu'on n'est pas enclin à subir tout ce qu'il y a déjà comme temps que pendant le procès. Mais également, c'est lorsqu'on voit un avocat, donc j'ai vu un peu le débat, même lorsque les avocats, le premier moment, ont décidé de quitter la salle, et les gens qui ne comprenaient pas. Comment vous pouvez quitter la salle alors que nos familles sont donc, nos proches sont donc couchés au cimetière de Gounguin. Donc il y a un fait qui est là, mais ce n'est pas en fait dans un cadre anormal. C'est tout à fait dans le déroulement normal d'un procès. Donc c'est ce qu'il faut pour moi en tout cas travailler. Maintenant, donc un travail pédagogique. Forcément. Voilà. Pour être... Oui, Zubadiel réagit et... Oui, mais le comble dans cette affaire, l'erreur qui a été commise en amont, c'est d'avoir greffé au tribunal militaire, qui est un tribunal d'exception, un code de procédure pénale qui s'applique à toutes les juridictions. C'est là tout le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans leurs droits quand ils demandent à chaque fois, parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est en conformité avec le code de procédure pénale que nous avons au Burkina Faso. Et le comble, moi j'ai échangé avec un avocat de la défense et même de la partie civile, qui m'a dit que les avocats qui se sont déportés aujourd'hui peuvent encore revenir dans le jeu si à un moment donné, puisqu'ils ont évoqué un certain nombre de principes qui ont fait qu'ils se sont déportés. Alors, on a parlé de la convenance personnelle, on a aussi parlé des entorses à la procédure. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de Maître Christophe Biriba, si demain il estime que les questions d'entorse à la procédure ont été réglées, il peut encore revenir dans le jeu. C'est-à-dire qu'en ce moment, il aura fait perdre du temps au tribunal. Donc, je pense qu'ici, pour régler cette question de façon, et comme pour aller dans le sens de ce que Kambou disait et que vous disiez aussi par rapport à la Turquie, alors il faut prendre des mesures. Ce sont des mesures qu'il faut. Et nous avons la chance ici d'être dans un tribunal d'exception qui déroge à certaines règles du droit. On prend des mesures avec un certain nombre de garanties. On juge, même s'il faut le faire à Sénabré. Ça a été fait au Sénégal, mais ce n'est pas un déni de justice. À partir du moment où il avait encore la possibilité, si vous pensez que votre droit n'a pas été, le droit n'a pas été dit à ce niveau, vous pouvez partir dans une autre juridiction. Mais si nous restons entraînés comme ça, à un moment donné, on perdra confiance en la justice et les gens penseront, comme Kambou l'a dit, qu'à un moment donné, c'est mieux de régler soi-même son problème que de l'apporter dans un coin où vous allez facilement passer 5 ans. Bon, pour rien. Miki réagit. Oui, et vous l'avez dit, c'est un tribunal d'exception. Le procès n'est pas un procès d'exception. Malheureusement, c'est ce qui fait qu'on a des soucis ici. On a utilisé des textes de droit commun, vous avez évoqué la procédure pénale, et on est dans ce domaine-là. Maintenant, ce qu'il est important de dire, c'est un peu ce que dit. Il faut que le grand public comprenne aujourd'hui que nous avons fait l'option d'aller vers un jugement classique. Et de ce point de vue, il faut accepter le contrôle qui se pose. Il faut comprendre également les avocats de la défense, parce qu'il faut transcender tout cela pour voir que lorsqu'on est avocat de la défense, il y a des comportements que l'on doit adopter. On doit défendre un client, parce que c'est un criminel connu et devant tout le monde. Lorsqu'on est avocat, on doit une défense. C'est pour ça que dans matière criminelle, on est obligé d'avoir une défense, c'est-à-dire un avocat qui défend. Donc c'est ce qu'il faut faire comprendre aujourd'hui. Vous l'avez évoqué, on a des avocats qui se sont déportés pour convenance personnelle, d'autres se sont déportés parce qu'ils estiment qu'il y avait de l'entorse à la procédure. Il y en a d'autres aussi qui se sont déportés parce qu'il y avait des difficultés de vie, de point de vue avec leurs clients. Alors ceux-là ont l'assentiment du grand public parce qu'on souhaite évidemment que chaque avocat quitte derrière les prévenus qui sont des criminels entre guillemets. C'est ce que le grand public veut entendre.
Aujourd'hui, le grand public également ne comprend pas pourquoi le parquet militaire a décidé, le tribunal en tout cas a décidé de faire ce report-là, qui avait été refusé premièrement. On avait demandé 2 mois, ils ont refusé finalement. On a 1 mois, alors que ce sont les 2 mois-là qui vont se passer, parce que vous l'avez évoqué ici, lorsque les nouveaux avocats vont se constituer, ils vont demander un temps pour s'imprégner des 15 000 pages de dossier. Donc finalement, on aboutit à ça. On ne comprend pas pourquoi on a accepté ce report-là, alors que le tribunal est obligé de l'accepter. Donc on a des règles qui sont rigides, on ne peut pas le faire en dehors de tout cela. On a également vu qu'un certain nombre d'avocats notamment, et un certain nombre de prévenus, notamment l'ex-bâtonnier, a le soutien du barreau de Lyomoa. Donc les gens ont estimé, ce sont des avocats qui connaissent le droit, qu'il y a effectivement entorse. Chacun tire la couverture de son côté. C'est pour ça qu'on est obligé de faire avec. Il aurait fallu peut-être imaginer un procès d'exception. J'ai dit au-delà du jugement d'exception, un jugement d'exception. On l'a connu peut-être sous la transition au Burkina, on l'a connu dans d'autres pays. Dans la révolution avec les TPR. Justement avec les TPR. Mais ici, on a dit, bon, on a un tribunal d'exception qui est le tribunal militaire qui est habilité à connaître ce dossier. On prend les textes de droit commun, on les applique. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, il faut le faire avec. Gabriel Kambou. Mais il faut que les gens comprennent. Intérêt à ce que le procès ne se tienne pas. Ceux qui ont fait ce que vous venez de dire, c'est des gens qui réfléchissent, qui savent que de prendre des textes de droit commun pour appliquer à un tribunal d'exception. Mais pourquoi ça se fait? C'est pourquoi je dis, moi qui dirige, si je sais que ça ne se fait pas, je ne vais pas le faire. Donc si je le fais, cela veut dire par ricochet que j'ai quelque chose à cacher. Donc moi je trouve sincèrement que plein de gens dans ce pays n'ont pas intérêt à ce que ce procès se tienne. On l'a dit que on a considéré, de tous les côtés, ça peut être de tous les côtés, ce coup d'État. On a vu les choses, combien de gens le gars a cité comme témoin. Cela veut dire quoi? Qu'ils ont passé des accords avec des gens, ils se sont parlé. Ce qui est sûr, le général Djendjere parlait à des gens au moment où il était. Pardon? Il dit que tu es au courant, il a dit que tu es complice. Non. Mais être témoin, si il me parle, je peux aller témoigner. Moi, je vous dis, si on me dit d'aller. Moi, j'ai vécu le coup d'État. Si je dois raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, je le raconte. Donc, si le général a parlé à des gens, si le général s'est entretenu avec des gens, le peuple veut savoir ce qu'ils se sont dit pendant le coup d'État. Ça, c'est pas parce que je dis ça que je dois être témoin forcément. Mais si quelqu'un qui a parlé au monsieur pendant le coup d'État, le peuple veut savoir ce qu'ils se sont dit. Et pour moi, pour cela, chacun. Quand on a dit que le général Djendjere est la boîte noire du régime comparé et que s'il parle, beaucoup de têtes vont tomber. Nous savons aussi que la classe politique de notre pays, combien de gens peuvent dire que pendant les 27 ans de Blaise, ils n'ont pas travaillé avec ces généraux-là? Qui sait ce que le gars va dire? Que ce soit ceux qui dirigent aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont à l'opposition, que ce soit même des gens, que ce soit des chefs coutumiers ou bien certains citoyens, certains ont peur que ce général effectivement parle. Parce que chacun sait les compromissions qu'il a eu à faire durant le règne de Blaise Compaoré. On aura compris, Gabriel Kambou. On va à la régie, on va suivre un peu quelques images, notamment des caricatures de Hamidou Zoïtaba, qui traduisent une autre façon de voir un peu ce procès. On voit ici le président qui est accablé de toutes parts. Voilà les avocats qui se déportent. Et finalement, la machine qui a du mal à démarrer vers la vérité et la justice. Voilà, ce sont des caricatures signées. Et Hamidou Zoïtaba qui suit également le procès pour la RTB. On va aborder le deuxième sujet de discussion de ce débat de presse, la grève au ministère des Finances et la question du fonds commun. Paul Miki-Wamba, cette semaine encore, la coordination des agents, des syndicats du ministère des Finances a observé 48 heures d'arrêt de travail et au motif que il y a un certain nombre d'améliorations de leurs conditions de vie qu'ils exigent et pourtant on est dans un débat déjà sur le fonds commun qui fait rage. Votre analyse? Alors on a vu pour les motifs de cette grève, il y avait 7 points parmi lesquels il n'y avait pas le fonds commun du tout. Ils ont tenu, et justement la coordination des syndicats du ministère de l'économie a tenu à expliquer
que cette fois-ci, ce n'est pas une revendication autour du fonds commun. Mais voyez-vous, les agents du ministère des Finances, là, à chaque fois quand ils sortent, l'opinion voit derrière le fonds commun. C'est comme une grève, ou du moins leur image est un peu ternie au sein de l'opinion à chaque fois quand ils font un mouvement. C'est là d'autant plus que la ministre a présidé d'ailleurs la sortie, la grève en question à l'Assemblée nationale où elle a évoqué la question des fonds communs. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même si les revendications sont des revendications légitimes, les gens voient derrière le fonds commun. Et il est difficile d'ailleurs de dissocier les mouvements des syndicats des finances du fonds commun parce que beaucoup de gens estiment qu'ils sont suffisamment bien payés, ils ont suffisamment d'avantages et ça ne peut pas. Et cela fait que une grève de leur part ne peut pas justifier justement voilà ce qu'ils font. Parce qu'on sait très bien que quand les financiers vont en grève, c'est le grand public qui en pâtit. On a vu l'exemple justement et dernièrement avec cette grève qui vient de finir où on a des gens qui ont payé le plus lourd tribut, notamment le contribuable qui n'a pas eu accès à l'administration financière. On a vu des centaines de camions devant la gare, le poste de douane de Ouaga Inter où des gens ont été victimes bien évidemment de cette grève-là. Mais l'un dans l'autre, c'est une grève un peu impopulaire quand ça vient des financiers. Donc ça fait qu'on ne peut pas les comprendre du tout. Ça renvoie évidemment à cette question des fonds communs. Tant que ça ne sera pas réglé, on sera en train de tourner en rond et personne ne prendra justement, ne donnera raison à quelques sorties syndicales de cette coordination et des syndicats du ministère des Finances. Donc c'est dans cette dynamique que l'on se trouve malheureusement. Et cette grève est allée. On parle d'accords trouvés. Très souvent, les accords ne sont jamais rendus publics lorsqu'ils... Et même il y a eu une passe d'armes entre le gouvernement et la coordination. Le gouvernement qui estime que beaucoup de points ont été résolus et le syndicat, la coordination des syndicats qui estime qu'il n'en est rien, aucun accord n'est passé. En fin mai, ils avaient eu des rencontres pour éviter justement la tenue de cette grève, le 28, 29 et 30 et mars. Il y a eu cette rencontre. Il y a eu au moins 6 points qui sont en cours de mise en œuvre, qui ont trouvé un accord sur les 7 qui font l'objet de la grève. Le syndicat dit le contraire. Donc on a cette situation. On a également une situation où quand les deux parties parviennent à un accord, le protocole n'est jamais rendu public. On se rappelle l'année dernière, il y a 2 ans, lorsqu'il avait eu cette grève, on a eu un protocole d'accord dont le contenu avait été gardé secret. On a l'impression ici que les syndicats et le gouvernement se tiennent comme dans un mouvement. On a l'impression également qu'ils s'entendent bien souvent comme des ballons en bois lorsqu'il s'agit d'avoir certains avantages. Et le grand public ici n'est plus au courant. Gabriel Kambou. Je pense qu'il termine bien son analyse. Quand ça ne va pas, les deux se déportent sur la place publique et dit, voilà, chacun dit, c'est moi j'ai raison, l'autre n'a pas respecté ce qu'on a conclu hier. Mais nous qui sommes spectateurs, vous ne nous avez pas associés. Quand la plateforme sort, elle est publiée. Mais quand les accords sont conclus entre le gouvernement et les syndicats, rien. Les journalistes vont faire des allers-retours et réclamer, demander que cela soit rendu public, jamais. Bon, je pense que nous prêchons la transparence, nous sommes dans un pays où de plus en plus nous parlons de transparence. Je pense même que ça y va de l'intérêt des syndicats de toujours rendre public les accords qu'ils font avec le gouvernement pour que nous, citoyens, nous soyons même ceux-là qui veillent sur l'application de ces choses. Parce que si aujourd'hui, moi je sais que le gouvernement a dit, bon, on va vous donner ci, on va vous donner ça, et que demain, ils ne le font pas. Je suis en train de dire, effectivement, hier, quand vous êtes venus, vous deux, bon, toi tu as promis de faire ci, de faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait? Mais aujourd'hui, là, qui peut dire le contrat qu'il y a eu entre les syndicats et le gouvernement? Rien. Demain, quand ça va chauffer, les deux vont venir sur nos plateaux dire non, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements et donc nous allons gréver. Et c'est nous encore qui récoltons les choses parce que c'est nous qui sommes usagers des services publics. Quand on parle, la dernière fois, les syndicalistes qui représentaient voilà, sur le plateau, ils disent bon, nous allons aussi révéler si vous révélez. Ça veut dire quoi? Ils s'entendent pour nous piller. Donc, tant que ça va, personne ne révélera la tactique pour piller. Mais le jour où l'un d'eux va dire, ah, façon qu'on pille là, ça ne risque pas d'aller bien pour nos finances, l'autre dit, ah, si tu révèles, moi aussi je vais révéler. Et nous sommes pris de court par rapport à tout ce qui se joue. C'est un jeu entre le gouvernement et les syndicats. Donc moi je dis, tout contrat, toute signature que vous faites entre vous, rendez cela public. Nous, citoyens, nous serons ceux-là même qui vont veiller sur l'application de ces textes. Mais si aujourd'hui, vous allez encore signer des accords de façon clandestine entre griffes, demain, s'il vous plaît,
ne venez pas nous fatiguer encore en disant que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Nous ne savons pas quel a été l'engagement que le gouvernement a pris. Donc, pas de transparence pour transparence. N'attendez pas que vos intérêts soient brimés pour que vous puissiez dire non, si comme mes intérêts sont brimés là, je vais maintenant dire que le ministre détourne, que le salaire du ministre est exorbitant, que le gouvernement détourne. Pourquoi vous n'avez pas dit ça pendant que le gouvernement détournait? Zoubaviel David Abiré. Alors, moi, je pense que cette grève n'a eu de mérite que de révéler à l'opinion une sorte de pillage organisé des ressources publiques. Alors, ça cache mal cette réalité du fonds commun. Voilà, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui l'objet de tous les débats, des passions même déchaînées sur la toile et dans bien d'autres circuits de dialogue. Alors, ici, le compromis, ça a été quoi? Le gouvernement, les financiers, c'est comme si les financiers, à entendre les débats, savaient qu'il se passait quelque chose, une sorte de mauvaise gouvernance, de malgouvernance de la part du gouvernement. Alors, on dit, bon, comme vous pillez les ressources, nous aussi, donnez-nous notre part. On confine le tout dans un accord qu'on rend secret, jusqu'au jour où on se rend compte qu'à l'allure où vont les choses, ça ne marchera pas. On met ça sur la place publique et on prend l'opinion publique à témoin et on divise tout le monde parce que c'est une question aujourd'hui qui divise les Burkinabés. C'est une question de malgouvernance qui divise les Burkinabés. Et ce qui est paradoxal dans cette affaire, nous sommes dans un contexte de mise en œuvre du PNDS où tout est prioritaire dans un État. Vous avez 55 milliards de francs CFA qui sont distribués quasiment gratuitement, parce que ça ne fait pas partie du salaire. Et le comble, c'est que le président du Faso et certains ministres prennent l'avion ici, aller négocier 7 milliards de francs CFA pour construire un centre de cancérologie à Ouagadougou. C'est le comble même vraiment du... Voilà, donc je pense que cette question de grève n'a peut-être eu de mérite que de cacher... Vous voyez de l'immoralité? Non, c'est de l'immoralité, parce que c'est évident. Vous ne pouvez pas être l'un des pays les plus pauvres de la planète, un pays qui vote un budget l'année dernière de 2050 milliards, avec du moins 2450 milliards, avec 400 milliards que vous devez rechercher sur les marchés, et de prendre 20% du PIB que vous redistribuez à des agents qui sont déjà payés. Alors, 55 milliards. Alors, prenez même le cas même de la douane. Quand moi j'entends M. Mathias Kadougou, je suis désolé. La douane a un statut particulier. C'est un corps paramilitaire qui joue d'un statut particulier avec tout ce que cela comporte comme avantage. Vous êtes encore entré dans une dynamique de fonds communs. Et le pire, c'est que le fait que ce soit greffé aujourd'hui au budget national, les prévisions donnent une sorte et un chiffre de plus de 250 milliards de francs CFA comme on appelle dans les 2 prochaines années, qui pourront être, avec l'augmentation du budget bien sûr, qui pourront être distribués à 8300 fonctionnaires. Et au même moment, vous demandez par exemple... Sur environ 200 000 fonctionnaires. Voilà, sur environ 200 000 fonctionnaires. Et dans le même moment, vous prenez un médecin qui sort, qui est en catégorie P, qui n'a même pas ce qu'un jardinier gagne, qui est au ministère, comme on appelle, des Finances. Vous demandez à ce monsieur-là de se sacrifier parce qu'il aime le Burkina Faso. Oui, mais il y a une question d'équité ici. Donc, je pense qu'ici, il ne faut pas venir chaque fois... Bon, c'est vraiment absurde que de dire que le Burkina Faso manque de fourrage, que le Burkina manque de ci, de ça, et qu'au même moment, on trouve le moyen de pouvoir donner un certain montant. Donc je pense qu'ici, c'est une question de gouvernance. Le fonds commun doit bel et bien exister, mais il faut revoir la manière. Comme l'a dit le député Hussein Tamboura, il faut l'encadrer de sorte à ce qu'il ne crée pas plus l'accessoire ne soit pas plus que l'essentiel. Plus que l'essentiel. Oui. Yacine Sanou. Le débat, il est tellement passionné sur le fonds commun. Pour nous autres qui n'en aurons pas, déjà, c'est une injustice. Mais pour moi, l'analyse que je fais, simplement, parlant de la polémique sur le fonds commun, c'est qu'elle n'apparaît que lorsqu'il y a mouvement d'humeur au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire que le précédent débat, c'était lors de la grève du Trésor. Cette fois-ci, quelques jours avant la grève donc, de la coordination des syndicats du ministère des Finances, il y a la ministre qui donne des chiffres qui elle-même dit qu'elle a le vertige lorsqu'elle regarde l'évolution de tout. Mais le fait est là que le président du Faso est un financier. Le premier ministre est un financier. La ministre de l'économie elle-même, c'est une financière. C'est eux qui ont donc signé ces accords-là avec les syndicats, qui ont permis de gonfler le fonds commun pour en arriver aux 55 milliards et qui aujourd'hui s'étonnent, ont le vertige que ces chiffres-là nous grèvent le budget national. Donc pour moi, c'est vraiment comme lorsqu'on veut forcer un enfant à aller dormir, on agite un monstre
et tout de suite il a peur, il va dormir. C'est-à-dire que lorsqu'on agite le fonds commun, tout de suite il y a le débat. Bien sûr, c'est une injustice pour la plupart, en tout cas, des Burkinabés qui considèrent que c'est pas normal. Est-ce que souvent aussi, la coordination des syndicats ne complexifie pas le débat en voulant souvent avancer que ici la question est compliquée, n'importe qui ne peut pas s'en saisir. On parle de la base, il ne sait pas aller sur la base de la transparence qu'évoque Gabriel Kambou. Alors, on parle de la base sur laquelle c'est un acquis pour les syndicats. La transparence, vous n'allez pas demander à un syndicat de publier « Ah, nous avons tant par mois grâce à notre lutte ». Je pense que si le gouvernement est enclin à véritablement, dans le cadre de la réforme des rémunérations salariales, à verser ce dossier-là, ce gouvernement dit « Ah, aujourd'hui, lorsqu'on fait le calcul, une certaine catégorie de fonctionnaires a 500 000 francs de plus sur son salaire par mois. » Si le gouvernement clarifie ces chiffres, et maintenant on peut tabler sur qu'est-ce qu'il apporte de plus pour mériter ces 500 000 francs. Parce qu'on n'est pas enclin à dire non, telle personne peut le faire. Non, qu'est-ce qu'il apporte de plus à l'État pour mériter ces 500 000 francs. Parce que lorsqu'on pose le débat de l'apport, il y a d'autres corps, pour ne pas les citer. On a les enseignants, on a les médecins. Il faut tabler et maintenant avoir une débattation. On a les journalistes, notamment le média public, qui apportent aussi beaucoup à la nation, notamment avec le débat de presse. Donc, il y a autant de paramètres à mettre en ligne de compte. Donc, je pense que c'est tout pour résumer mon propos, je pense que tout part de la réelle volonté du gouvernement de changer les choses. Pour moi, le Front commun n'est agité que pour amener le syndicat à revoir à minima sa plateforme revendicative. Lorsque le débat est passionné dans l'opinion publique, forcément, les négociations se mènent. Et les gens l'ont dit ici, le problème est que le protocole d'accord n'est jamais rendu public. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui a été arrêté, et c'est ce qu'on avait reproché aux enseignants. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui a toujours été respecté. Si demain ils ressortent pour dire que ça n'a pas été respecté, personne ne peut les appuyer. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec les financements. On ne sait pas qu'est-ce qui a été arrêté. Aujourd'hui, ils disent que les 7 points n'ont pas été respectés. Pourtant, le gouvernement dit que 6 des 7 points ont été respectés. On n'en sait rien. Donc, on est obligé de suivre. Soit tu es pour ce camp, soit tu sembles donner plus raison à ce camp. C'est tout. Donc, dans ce cas, je pense que si le gouvernement, en tout cas, veut réellement passer cette salve de guerre, parce que ça ne va pas s'arrêter, trancher cette question des fonds communs, il y a nécessité de verser cela dans le cadre, en tout cas, de la réforme des rémunérations salariales, qu'on sache qui touche quoi, pourquoi, et maintenant on peut voir s'il le mérite, et s'il ne le mérite pas, on élague à partir d'un certain montant pour reverser à ceux-là qui le méritent, parce qu'il ne faut pas aussi continuer à cultiver ces injustices, parce que cette injustice, à terme, elle ne fait que démotiver les autres corps. Oui, Gabriel. Par exemple, les financiers, que ce soit ceux qui collectent l'argent pour l'État, ils ont été pris pour quoi? C'est pour collecter l'argent. Ils sont payés pour ça. Ils disent que si vous collectez... Mais justement, c'est ces textes-là qui ne sont pas justes. Moi, je ne peux pas engager quelqu'un pour un travail. Et je dis, si tu fais le travail là, je te donne quelque chose en plus. Et ce plus-là est devenu aujourd'hui plus que l'essentiel même qu'on doit donner. Cela veut dire quoi? Quand on dit, si vous récoltez, par exemple, c'est un exemple que je prends, si vous récoltez 100 milliards, vous avez par exemple 5% dans les 100 milliards. Bon, l'État, il va le faire. Mais il est recruté pourquoi? C'est pour récolter les 100 milliards. Non, attends, j'ai fini mon propos. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait de dire un plus si vous travaillez qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, on ne peut plus avancer. Par exemple, c'est plus qu'on donne. Moi, je veux qu'on donne un salaire normal, clair, même s'il est élevé, mais qu'on donne ces salaires et qu'il n'y ait pas ces avantages qui font que certains estiment. Moi, je prends l'exemple aussi, on l'a dit, des enseignants. On ne le dit pas assez. Qui forme les dirigeants de ce pays? Qui nous a tous formés? Nous, aujourd'hui, qui sommes financiers, qui sommes médecins, et ainsi de suite. Qui nous a formés? C'est des enseignants. Nous avons des enseignants qui meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont même plus la possibilité de se soigner. Ils ont droit aussi à un fonds commun. Ces enseignants que l'eau transporte pendant les saisons de pluie parce qu'il doit traverser des marécages pour arriver chez lui. Ils ne travaillent pas pour ce pays. Ils travaillent pour ce pays et c'est un fonds commun. Ils travaillent. Quand l'enseignant, il y a des enseignants qui font 100% chaque année. Ils ont quoi? Même pas de décoration. C'est pourquoi moi je parle, il y a problème. Nous avons été recrutés pour un travail. C'est comme les journalistes ici, vous ici à la RTV. Vous êtes payés pour présenter le journal, pour faire des reportages, pour être derrière la caméra, pour faire. Et si aujourd'hui, vous dites que, bon, chaque fois que vous venez, il faut qu'on vous donne de l'argent pour pouvoir prendre la caméra, aller sur le terrain.
Et demain, vous venez vous dire, s'il n'y a pas l'argent pour aller sur le terrain, vous ne partez pas. Pourtant, vous allez prendre votre salaire à la fin du mois. Donc faites le minimum pour lequel, et surtout, c'est pourquoi nous avons signé le contrat pour vous recruter. C'est ce que moi je pense que le fonds commun a toujours existé, qu'il n'a pas créé. C'est pas facile à toujours exister. Ce que je veux dire, c'est que depuis 1963, je pense, le fonds commun existe, qu'il n'a pas créé autant de polémiques qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis la relecture, ou du moins depuis les accords qui ont été trouvés entre le gouvernement et les syndicats du Minifid. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et je reviens encore là-dessus, c'est que le député Houssine Tamboura l'a dit, il faut encadrer de sorte à ce qu'ils ne suivent pas l'évolution du budget. Parce que c'est sur l'évolution du budget. Aujourd'hui, c'est à 55 milliards de francs CFA. Demain, il sera à 100 milliards. Après-demain, vous aurez des fonctionnaires milliardaires que certains même garderont leur seul salaire. Alors, ça pose problème. C'est parce que c'est de l'argent public que nous sommes en train de parler de ça. Sinon, sur les mines, il y a des personnes qui prennent 5 millions le mois qu'on ne parle pas. C'est du privé. Mais à partir du moment où ce sont des ressources publiques qui sont engagées, on peut opiner là-dessus. Alors, sur cette question, moi, je dis encore une fois de plus, le gouvernement a mis la question sur la table, peut-être pour nous diviser, parce que ça crée plus de problèmes que de solutions. Alors ici, il appartient au gouvernement, comme Hyacinthe l'a dit, le président du FASO est un financier, son premier ministre, le Minifid, et bien d'autres personnes dans le gouvernement, comme au niveau de l'Assemblée, sont des financiers. C'est à eux de créer, de trouver la parade avec le syndicat, de sorte à ce qu'on puisse trouver un juste milieu et de garantir même l'équité au niveau de la rémunération des travailleurs. Sinon, si cela n'est pas fait, certains penseront qu'ils sont moins fonctionnaires ou bien moins patriotes que d'autres. Ça poserait un problème même. Et aujourd'hui, les résultats sont déjà tangibles, même sur le terrain. On a une fonction publique en hibernation. On peut entrer dans les différentes administrations. Je ne sais pas si c'est lié, c'est pas lié, je n'en sais rien. Mais ça, on ne travaille plus. Ok, alors, Paul Bikilamba, termine par vous sur cette question. Il y a cette partie d'Abiré Lara. On a une façon de également, le ministre des Finances aussi, d'ajouter le président de l'Assemblée nationale aussi financier. Donc il faut que aujourd'hui, il y a un ministre qui a interpellé, un député qui a interpellé la ministre des Finances. Toute l'Assemblée nationale était refroidie à la mort de ces chiffres. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Est-ce qu'ils va continuer à entretenir ces injustices entre Burkinabés? L'esprit ici du Fonds commun, c'est de motiver les gens pour qu'ils récoltent beaucoup plus d'argent. On oublie tout de suite que les financiers ne fabriquent pas l'argent. Il y a des gens en amont qui font le boulot, qui produisent justement des richesses pour que ça soit collecté. Si on continue comme ça, la conséquence immédiate, c'est de décourager ceux qui font le boulot. Et vous n'avez pas la parole. On a justement ce problème-là. Parce qu'on peut se braquer sur les financiers. Bon, il faut faire attention, il ne faut pas les décourager. Mais si on entretient cette injustice, on va décourager la grande masse de fonctionnaires. On va décourager la grande masse d'autres travailleurs du privé qui mobilisent justement les richesses pour que les financiers se mettent simplement à récolter. Parce que c'est comme si on partait dans un champ, vous venez donc à la moisson pour récolter, on dit bon, c'est vous qui avez récolté, ceux qui ont sémé, ceux qui ont entretenu le champ. On ne parle pas de Kambou a pris l'exemple des enseignants. C'est un bel exemple que l'on prend. Les enseignants qui font du 100%, est-ce qu'ils n'ont pas droit à un fonds commun? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à une forme de motivation? À sortir un chiffre, il y a plus de 10 000 élèves aujourd'hui qui ne font pas cours pour des raisons. 120 enseignants. Il y a tous ces aspects. Au-delà des enseignants, il y a beaucoup d'autres types de fonctionnaires, même des agents du privé également, qui font avancer le pays de façon positive tous les jours. On ne parle pas d'eux. Si on continue comme ça à entretenir cette injustice, on va contribuer à les décourager et c'est ça qui va être le plus grand danger. Donc ici, moi j'appelle les autorités qui ont signé des décrets pour rendre l'état de fonds commun. Il faut revenir là-dessus rapidement. Et on les prend un peu au mot parce qu'il y a cette rencontre sur la mise en place des systèmes de rémunération des fonctionnaires du Burkina. On en a parlé en grande pompe en fin d'année 2017. En fin février, on a vu un semblant de début des travaux. Après, on n'entend plus parler justement de cette rencontre. Et je crois qu'ils ont prolongé leur délai de justement, ils vont continuer à prolonger jusqu'en 2020. C'est ça le drame, malheureusement. Pendant que les gens sont en train de piller les richesses, donc il faut aller vite. On attend ce forum-là. Et si à l'issue de ce forum, la question du fonds commun n'est pas réglée, il va falloir rembourser l'argent qui aura cette forum parce que ça est utile. On aborde le troisième sujet de débat de ce débat de presse, l'affaire Soumane Touré avec la suspension de son parti pour 3 mois par le MATD, le ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Hyacinthe Sanou, comment vous analysez ce qui est reproché à Soumane Touré?
Est-ce que ce n'est pas du Soumane, comme l'a dit notre confrère de l'Observateur? Oui, c'est du Soumane, mais c'est également du ministère de l'administration pour ce qui est de la suspension. Parce que lorsqu'on regarde en tout cas les articles évoqués, notamment 3, 4, 20 et 21, la charte des partis politiques, et quand on regarde la déclaration en tout cas de Soumane, on peut comprendre la décision du ministère de l'administration territoriale. Maintenant, toujours est-il que l'homme, je ne pense pas qu'il ait dérogé de sa règle en fonction de toutes ces conférences, de toutes ces sorties, je ne pense pas qu'il ait dérogé de la règle. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y a cette espèce de jurisprudence aujourd'hui et maintenant. Et surtout qu'il y a certaines personnes qui sont maintenant impliquées. Donc, est-ce qu'on ne verse pas de l'eau au moulin de Soumane en le suspendant lorsqu'il évoque certaines personnes, alors qu'avant ça, il a tout à fait... Il a parlé de Djibril Bassolé, il a parlé de la transition. La transition, c'est très bien le terme que Soumane utilise pour la qualifier à chacune de ses sorties. Donc, à chaque sortie, il aborde cela, mais on ne l'a jamais interpellé, on ne l'a jamais auditionné comme ça serait le cas. Mais dès l'instant qu'il aborde certaines personnes, une certaine partie, une frange du Burkina, donc pour ne pas parler régionaliste et ethno aussi auditionné, mais en tout cas, pour être... dès qu'il aborde intouchable ou quoi? En le suspendant, on ne fait qu'aborder de l'eau à son vote parce qu'il dit effectivement que ces personnes sont intouchables. Et dès qu'il en parle, dès qu'il donc ces personnes, on le suspend. Et moi, lorsque je regarde la déclaration de Soumane, je regarde la loi et je regarde la réponse qui a été faite par le MPP, signée par Simon Compaoré. J'espère bien que le ministre a reçu cette déclaration et qu'il va l'étudier. Parce que cette déclaration aussi est en porte-à-faux pour moi avec les dispositions de cette charte de parti politique. Donc, j'espère que cette jurisprudence ne va pas se limiter au cas Soumane lorsqu'il parle de certaines personnes et va s'appliquer à tous les hommes politiques. Zouaviel David Aboué. Oui, je pense que je vais abonder dans le même sens qu'il y a Saint-Sanon pour dire que apparemment Soumane a touché à l'intouchable dans son papier, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être suspendu. Et c'est vraiment dommage parce que Soumane n'est pas le père fouettard de la scène politique burkinabé. On a des personnes qui ont prétendu avoir brutalisé des ministres de la République, qui ont tenu des propos vraiment hors du commun, complètement absurdes, mais qui n'ont jamais été inquiétés pour une raison ou pour une autre. Mais maintenant que Soumane Touré aborde une question qui a trait un peu au fonctionnement du Burkina Faso, c'est-à-dire que les régions et un certain nombre de personnes qui tirent sur les ficelles dans le noir, alors il est suspendu aujourd'hui. On a se posé la question de savoir est-ce que Soumane Touré n'a pas touché à une sensibilité, même si je ne partage pas le point de vue de Soumane Touré, parce que les personnes qu'il a citées, ces mêmes personnes-là sont dans leur coin. C'est quand ça chauffe au Burkina Faso que c'est les Burkinabés encore qui se lèvent à aller vers ces personnes. J'aurais préféré peut-être que Soumane Touré le dise en 2015 quand le pays était au bord du chaos et que ces personnes-là encore ont contribué à résoudre les problèmes de ce pays. Mais je pense que ici, la question fondamentale, comme Hyacinthe l'a dit, qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est maintenant et pourquoi est-ce que c'est Soumane Touré. Parce que Soumane Touré, à ce que je sache, Soumane Touré n'est pas celui qui parle, qui dit le plus de bêtises, ou bien du moins en griffe, sur la scène politique burkinabé. On en a beaucoup aujourd'hui qui, quand ils sortent, c'est vraiment un show politique. Ils disent, on se plaît à les écouter, plus parce qu'ils racontent des choses insensées que des choses qui peuvent aider. Mais c'est vraiment regrettable qu'on en soit là, parce que j'aurais préféré que l'affaire parte peut-être en justice, si on pense que Soumane Touré est rentré dans un certain carcan qui touche même... enfreint à la loi. Il aurait peut-être partir en justice. Voilà, pour qu'il puisse s'expliquer, que de le suspendre ici et puis ajouter le droit à son moulin. Alors je vais terminer par là où Dabira a terminé, a commencé justement. Je vais commencer par là où Dabira a terminé. Il aurait effectivement fallu enclencher une procédure contre Soumane Touré, tout simplement. Parce que lui-même dans sa déclaration, à chaque fois quand il parle, il défie quiconque de l'interpeller. Il dit, bon, venez me demander, venez me poser la question. On a l'impression qu'il veut être entendu sur certaines questions. Et il n'est pas entendu sur cette question, on prend cette décision. La décision, à mon avis, elle n'est pas illégale. Parce que comme Hyacinthe l'a dit, quand on lit la charte sur les partis politiques, les articles 4, 5, 20 et 21 sont évoqués dans le communiqué de dissolution, de suspension du parti. Effectivement, le ministère chargé de la liberté publique ici est dans son rôle et c'est tout à fait justifié. D'ailleurs, la sanction devrait être plus que ça si l'on s'était justement Soumane Touré. Mais l'autre aspect également, c'est que ce n'est pas une première. Soumane Touré, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Chaque 30 mars, tous les journalistes le savent. Il sort, il fait cette déclaration instantanée. Il a été un peu inquiété parce qu'à la suite de cette déclaration, en 2015, il a été interpellé, il a passé quelques jours à Passwanga, à la gendarmerie. Ensuite, il a été libéré. Il a même eu des propos beaucoup plus
dire que ça. Soumane Touré, à un moment donné, a appelé un coup d'État dans ce pays. Voilà, ça c'était face à la pression, il a été interpellé. Et même cette fois-ci encore, il demande... L'année dernière, d'abord, il a demandé au Burkina Faso, c'était en 2007, de faire un coup d'État lui-même. Ça n'a pas... Bon, les gens ont rigolé et on est passé dessus. Il faut encore, il fait sa déclaration. Le ministère dans son rôle, mais on ne sait pas pourquoi. C'est seulement maintenant que cela s'est fait et c'est une suspension de 3 mois. Mais en réalité, derrière ça, cette sanction n'est pas de sanction pour tout le monde, parce que je peux me tromper, mais je suis convaincu que dans l'agenda du pays, aucune activité était prévue dans les 3 mois. Parce qu'il ne parle qu'une seule fois par an, 30 mars, il faut dire rentrée politique, il n'y a plus de sortie politique, ça s'arrête là. Chaque 30 mars, entre 2 et 30 mars, il n'y a pas d'activité. Cette suspension, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça n'a aucun effet sur le parti. Il aurait fallu passer par autre procédure. J'attends bien de voir la fin de cette suspension et je vous parie que Soumane Touré va parler parce qu'il va peut-être... On a un débat ici. Oui, on a un débat, mais bon, sur le parti, ça ne fait aucun effet et ne soyez pas Soumane Touré lui-même soit pour critiquer cette suspension et peut-être un peu plus parce qu'à plusieurs occasions, il parle et il demande à ce qu'il soit entendu. On a l'impression qu'il tient des gens quelque part, on a l'impression chaque fois qu'il a des informations qu'il menace de dévoiler, il demande si vous voulez, venez m'entendre. C'est un chantage même. C'est un chantage et on fait rien. Moi, je pense que l'analyse que je fais de la situation, c'est vraiment d'abord par rapport à ce que Soumane a dit. Soumane a eu le malheur de dire tout haut ce que la plupart des Burkinabés pensent tout bas. Quand vous lisez ce que Soumane a dit, a avancé, je ne pense pas aussi qu'il y ait des mensonges dessus. Je ne pense pas qu'il y ait des contre-vérités, forcément. Par rapport, effectivement, à certaines personnes ou à certaines personnalités dans ce pays qui, en réalité aussi, dans une certaine mesure, devraient être capables de s'expliquer face à certains faits de notre pays, face à l'histoire. Et j'espère que même s'ils ne parlent pas officiellement aujourd'hui, ils auront le temps d'écrire pour que les générations après eux puissent lire ce qui s'est passé dans ce pays. Parce qu'il faut effectivement le dire, il y a eu des compromissions dans ce pays. Il y a eu et il y a toujours cette idée-là, effectivement, que le pouvoir devrait revenir de droit à tel côté. Et vous voyez que ces derniers temps, on ressort des chiffres. On a commencé à faire la guerre des chiffres dans ce pays. Nous sommes 60%, nous sommes 75%, nous sommes 48%, nous sommes 50%. C'est très difficile dans un pays quand on commence à parler des chiffres. Nous sommes les... Donc, Soumane, aujourd'hui, ce qu'il a dit, quelque part, peut effectivement, parce que c'est vrai que ça a offensé des gens et qu'on est allé jusqu'à suspendre 3 mois. Parce que, non, c'est ça le débat. Tu peux ne pas être d'accord comme je n'étais pas d'accord avec ton point de vue. Donc, moi, je dis que Soumane a touché à quelque chose de sensible qui est la vérité, qui peut être une vérité. Et voilà pourquoi, effectivement, il y a levé de bouclier aujourd'hui pour suspendre Soumane. Sinon, pourquoi il a insulté la transition pendant, durant tout le temps? Il avait été inquiété par la transition comme il avait même dit qu'il n'avait pas suspendu. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Moi, j'ai dit à un débat, la question du pouvoir doit être capable d'être discutée aujourd'hui. Pendant la campagne électorale, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'opposant Zéphirin Diabré? Quand vous évoquez ça, les gens ils se lèvent tout de suite. Mais c'est la vérité, c'est la réalité de ce que nous vivons. Il y a des stéréotypes aujourd'hui qu'il faut mettre sur la plaque. On arrive à pouvoir sortir un certain nombre de comptes. Oui, il faut un débat pour en sortir. Quand tu parles, on dit non. L'autre avait dit quoi? Je suis monsieur du plateau central. Et musulman. Et musulman. Et ça joue en sa défaveur. Mais c'est sa personne, c'est pas ce qu'il a dit qui a fait qu'il n'a pas récolté. C'est sa personne même comme c'est sa personne même qui ne peut pas avoir quelque chose dans ce pays. Si ça prospérait aujourd'hui, le président de façon devait être un Mossi, un musulman aussi du plateau. Si ça ne prospère pas, le débat sur le régionalisme, je suis d'accord avec toi, il faut le poser. Le débat sur les stéréotypes, il faut le poser déjà en amont de 2020, parce qu'on va les revoir en fonction des candidats. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour ce qui est des propos de Soumane, ce qui est de sa déclaration et de la décision du ministère de l'administration territoriale, je ne pense pas qu'il y a à dire. Les propos sont en porte-à-faux avec la charte des partis. Maintenant, le débat, ça c'est autre chose. Maintenant, trouver le cadre de débat. Et surtout, comme tu l'as dit, actuellement, effectivement, on sent certains groupuscules vouloir amener sur le débat, la place publique, ce débat-là. Donc, il faut le trancher, déjà aplanir. Mais au-delà de ça,
pour dire que le débat, en fait, le débat il est très mal posé. Quand on parle de régionalisme, prenez dans l'histoire du Burkina Faso, de 1960 à aujourd'hui, et comme on rappelle 2018, vous avez quelqu'un de l'Ouest qui s'est présenté une fois à une élection présidentielle? Si vous ne vous présentez pas, comment vous voulez être élu? À part Taïrou Bari qui s'est présenté, qui est de Gawa, est-ce que vous avez quelqu'un de l'Ouest qui s'est présenté à une élection présidentielle? À moins qu'aujourd'hui on essaie de redéfinir la chose comme au Nigeria où on dit après le Nord c'est l'Ouest, après l'Ouest c'est le Sud, après le Sud c'est le... Mais c'est un faux débat. Tout se passe en... Je suis désolé, c'est pas un faux débat. Non, Gabriel ne pas la parole. David, terminé. Déjà, ce côté-là. Si on a posé le débat, c'est déjà un débat. Donc, là, il y a dit ça, il faut le poser. On a fait avec l'implantation de l'usine textile. Donc, en réalité, sorti du cadre de la sortie. Le débat, c'est important de le dire. La question est déjà tranchée par le Burkina. Vous savez très bien que la constitution du Burkina, on dit qu'il n'y a pas de discrimination qui puisse être fondée sur le journalisme, la religion, etc. C'est clair, c'est écrit dans notre constitution. Donc, c'est pour ça que, se fondant justement sur la constitution, la charte des partis politiques également, interdit les partis politiques d'avoir des propos de là, on parle aujourd'hui de Simone Touré qui est en porte-à-faux avec cet esprit, la loi portant sur les partis politiques, il a été sanctionné. C'est d'ailleurs une sanction faible à mon avis et c'est une sanction sans effet. Voilà mon problème. En plus de ça, vous n'avez pas été sanctionné. Justement, j'en viens parce qu'il y a eu de deux problèmes. Même tout récemment, Gabriel a rappelé, il y a eu des chefs de partis, même s'ils sont fondateurs, qui ont eu des propos assez durs en termes de régionalisme, en termes de stigmatisation et qui n'ont pas été inquiétés. Donc, on est dans un pays où on a de mesures. Est-ce que c'est la personne qui était expressément ciblée à Simone Touré qui pose problème ou on sanctionne tout le monde. On s'en tient à ça. Juste un mot sur on ne peut pas dire la révolte des non-lotis, mais au moins la colère des non-lotis au Burkina qui demandent que leur droit au logement soit respecté et qu'on puisse mettre fin à l'opération création de bidonville. Gabriel Cambou. Que nous soutenons et que nous appelons l'autorité à redéfinir en tout cas une politique de logement qui puisse respecter, qui puisse être beaucoup plus démocratique et accessible. Et comme on l'a dit, moi je trouve qu'il faut faire régler la question des parcelles à Ouagadougou. Vous avez des parcelles qui chôment, vous avez des parcelles qui ne sont pas mises en valeur pendant que des gens veulent construire. Donc il faut revoir tout cela pour que, et on verra qu'il y a quelque chose, un nombre qui va se dégager et que ça peut résoudre une partie de nos problèmes. Paul Bikirwamba. Oui, je pense qu'ils ont raison parce que depuis le temps qu'on a suspendu les opérations de lotissement, on a vu la prolifération qui s'accapare les terres. C'est une question de riches. Alors, les membres, comme je l'avais dit, n'ont pas d'espoir parce qu'on ne sait pas à quel moment les opérations les gens sont pressés. Donc, ça fait une certaine tension. D'ailleurs, ça a commencé avec des révoltes, comme vous l'avez appelé, sporadiques dans certaines localités, tout près de Ouagadougou. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui se sont accaparées cette situation et qui ont fait cette marche. Une marche qui est controversée parce que vous avez certainement été témoin de ce que certaines USC ont sorti avant pour dire la marche était opportune. Même le ministère en charge de l'urbanisme avait tenté de dissuader les manifestants parce qu'on a même peur des rassemblements des hommes dans ce pays. Mais il faut écouter attentivement les gens, voir raison pour voir comment est-ce qu'on peut accéder à l'aide. Parce que la politique actuellement en cours, elle est peut-être mal expliquée. Moi, je ne suis pas contre la prolifération des espaces immobiliers. Ça met un certain ordre, en principe, dans les questions immobilières au Burkina. Ça s'est fait avec beaucoup de succès. Mais au Burkina, c'est mal expliqué et c'est mal géré. Il y a de la magouille dedans, il y a un manque de transparence. Et c'est ça qui fait que les gens se révoltent. Si la question immobilière était tellement clairement gérée avec ces agences immobilières qui sont totalement légales et qui accèdent aux terres de façon tout à fait légale, qui font une certaine répartition, parce que c'est sur elles également que se repose bien souvent le ministère du Tourisme dans sa politique de logement à travers les logements sociaux et tout. Donc il faut vraiment faire un débat. On a eu des rencontres de par le passé qui n'ont rien donné. Il y a eu les états généraux de lotissement et bien d'autres rencontres de cette nature et ça n'a rien donné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette révolte qui se prépare. Donc pour moi, c'est un avertissement. Le ministère gagne bien évidemment, qui dit d'ailleurs être sur la même lancée que ceux qui sont sortis à la recherche de solutions. Il faut faire un débat pour trouver les vraies solutions et puis éviter justement le mouta beaucoup plus de transparence. Je pense que tout ça, c'est résulte du fait que 3 ans après la question du ministre au niveau de l'habitat, il n'y a rien eu de concret sur le terrain.
C'est-à-dire que d'abord, on a conçu une politique de 40 000 logements où les sociétés immobilières devaient en amont créer un certain nombre de choses et les mettre comme on appelle, à la disposition du CGC pour être redistribués à l'ensemble des fonctionnaires ou bon, du moins à tous ceux qui ont souscrit. Ça n'a pas prospéré. Et en lieu et place, on a des sociétés immobilières qui s'accaparent toutes les terres du Burkina. Des superficies. Voilà, des très grandes superficies et ça devient du commerce. Et dans le même moment, les questions des non-lotis se posent où on manque d'écoles, d'électricité, d'eau potable. Ce n'est pas viabilisé. On dit qu'il y a une restructuration en cours. On ne sait pas si c'est à l'orée 2020 que ça va se passer. Alors tout ça finit par exacerber, comme on appelle, les différents protagonistes. Et les gens se disent aujourd'hui, il faut que nous fassions pression sur le gouvernement pour que demain, on ne vienne pas dire aussi que nos non-outils seront accaparés par les promoteurs immobiliers qui commencent à tout prendre. Donc ici, je pense que c'est de leur plein droit de le faire. C'est une pression qu'on met dans le gouvernement et sur le gouvernement dans le respect des textes parce qu'ils ont déposé, comme on appelle, un préavis, ils sont sortis, ils ont marché. Alors c'est au gouvernement aussi de prendre les mesures de sorte à ce que cette question de non-outils ne soit pas un problème de plus. Parce qu'aujourd'hui, on en a tellement. Je dis que si cette affaire-là. Il y a Sen Sanou. Je pense que les autres l'ont dit. Un homme averti en vaut deux. C'est un avertissement donc, qui a été fait par ces personnes-là. On a comme l'impression, en tout cas, que lorsque, par exemple, un médicament est mal appliqué, en tout cas, il y a une mauvaise posologie, elle pose elle-même, lui-même le problème. C'est ce qui est arrivé avec, comme il a dit, les 40 000 logements, mais aussi cette question de promoteurs immobiliers qui, aujourd'hui, sont venus se greffer comme problème, aujourd'hui, à la problématique du logement. Donc, il faut d'abord, parce qu'on n'a pas encore résolu le passif dans le matière foncier au Burkina, parce qu'il y a ces différentes enquêtes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 500 parcelles par débat. On n'a pas encore résolu cela, on n'a pas encore réglé ce problème. On a encore les propriétaires immobiliers qui sont accaparés une bonne partie du territoire. On a les logements sociaux qui ont été assez mal gérés. Donc, on a autant de problèmes à régler. Et je pense qu'il faut prendre cette sortie comme un avertissement. Et comme je l'ai dit, un homme averti en vaut deux. On va laisser Winnie Mandela se reposer en paix parce que nous n'aurons pas le temps de pouvoir aborder ce sujet. Merci à tous les quatre d'être venus. Paul Miki Rwamba, je rappelle que vous travaillez pour Ouaga FM. Merci d'être venu. Zoubaviel David Abiré, merci également. Et également Yacinthe Sanou de Omega FM était avec nous. Gabriel Kambou de Femme TV également était avec nous. Merci. Et à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention appuyée à cette émission. On souhaite prompt rétablissement à Aboubakar Sayon et on espère qu'il vous retrouvera dimanche prochain pour un autre débat de presse. Merci et à bientôt. Wow.